ensuite Pernecurte, puis on va vers le Triple, c'est-à-dire ici c'est la route qui vient de vers Villard-de-Bèle ou vers Arques et qui vient vers Bouisse, puis on va vers le plateau de la Camp, et alors ensuite on bifurque complètement, on change de direction, on va vers l'est, et ici justement, vous voyez, ce matin on a parlé de la capelle de San Benazet. Et justement, cette capelle de San Benazet, je la cherchais. Je ne cherchais pas tellement la capelle de San Benazet. Je cherchais l'espinasse de San Benazet. Bon, il faut savoir que lorsqu'un bâtiment s'effondre, tombe en ruine, bon, les cailloux s'amoncellent, ensuite viennent là-dessus des pignes noires, ce qu'on appelle l'espinasse, et donc le lieu-dit s'appelait l'espinasse de San Benazet. J'ai demandé, et puis il y avait des personnes que j'aimais bien, Marie-Louise, elle était quasiment centenaire. J'ai demandé à son fils, tu diras à ta mère si l'espinasse de San Benazet, ça lui dit quelque chose. Et évidemment, le lendemain, son fils qui était très content me dit, bon, je communique avec sa mère. Il me dit, non, maman, elle sait rien, elle sait rien. Et j'ai attendu. Puis 2 jours après, il vient vite, il m'appelle, il me dit, maman, elle se rappelle. Elle me dit, la capelle de San Benazet. Donc, y a-t-il eu une chapelle? C'est possible, d'autant plus que ce matin, les lectures des carnets de Nelly évoquaient un cercle noirâtre. Bon, est-ce que c'est un vestige de quelque occupation ancienne? Mais finalement, c'est bien dans ce secteur que se trouve l'espinasse de San Benazet. Ici, ensuite, il y a une pierre plantée. Bon, elle était plantée, elle ne l'est plus, puisqu'il y a une trentaine d'années par là, quelqu'un s'est acharné dessus et bon, il l'a déraciné. C'est ce qu'on appelait la peilo blanco. Donc, elle est couchée. Puis, on trouve la croûte de Doulière, et ensuite, on va rejoindre ici l'homme de Peilo de Coumodègue, qu'on appelait à l'époque Mato Redondo, puis Camportier aux limites de Lanette et de Bouisse, le chemin de Montjoie, Milogre, et voilà, donc on a fait le tour. Donc c'était l'ancienne seigneurie de Bouisse, et justement, je vous dis la toponymie, mais aussi sur le terrain, vous y aller, j'ai trouvé des traces. Voici des bodules, c'est-à-dire des pierres plantées dans le sol qui marquaient l'espace donc seigneurial. Celle-ci se trouve dans le bois de Milogre, sur le plateau, et il y en a une seconde qui est bien plus visible que celle-ci, mais on a cherché, il y a très longtemps certainement, à l'enlever. On verra tout à l'heure en faisant la visite des villages qu'on trouve à l'intérieur des villages des bodules, on appelle ça une boussole, une bodule, une borne, une borne aussi, qui ont été arrachés pour servir d'arrêt aux murs qui clôturaient les sols ou les aires des maisons. Voilà, donc, suivante. Voici justement Mato Redondo, c'est-à-dire une matte, c'est une touffe en principe de buis. Là, bon, aujourd'hui, il y a un tas de pierres qui d'ailleurs n'est plus comme vous le voyez ici. Je ne sais pas si ce sont les intempéries ou les animaux qui s'y sont frottés, on m'a dit des vaches, ou peut-être des gens qui se sont amusés à le détruire un peu. Il est en partie éboulé. Ça marquait les limites entre les communes de Bouisse et de Lannet. Voilà. Et évidemment, à l'avant, Ourière. Voilà. Donc, cette petite seigneurie que nous venons de voir, probablement, c'est celle qui est tombée en possession de premiers voisins, compagnons de Simon de Montfort, à la suite des changements, disons, survenus au moment de la croisade d'Albigeois.
Suivante. Voilà donc à Matoledondo un morceau de cette céramique, je l'ai photographié, bon, c'est tout, mais c'est pour vous faire voir. Cela pourrait prouver les vestiges d'une occupation ancienne, mais aussi peut-être que l'activité minière sur la commune de Lannet pourrait être très ancienne. On se trouve à vol d'oiseau, à moins de 500 mètres des gisements de Forfridge. Voilà. Suivante. Voilà donc comment on peut envisager la seigneurie telle que vous la voyez sur l'ancien cliché. Alors, les accroissements se sont faits, on n'a pas de documents, mais ici, on a le fief d'Ourières, une partie seulement du fief d'Ourières, parce que ce fief d'Ourières, on l'a situé grâce à des documents, un testament, j'ai trouvé le testament de Barthélemy Provençal en 1569, et il habite Saint-Prancard, près Notre-Dame d'Ourières. Donc ici c'est la chapelle que nous visiterons tout à l'heure, et qui était une chapelle donc vouée à Notre-Dame et qui portait le nom de Notre-Dame d'Ourières. Ici, sur la commune de Lannet, il y a une ferme que l'on appelle aujourd'hui le Pierunacci. Mais si vous allez consulter le cadastre de Lannet, eh bien, ça s'appelle Ourières. Ici, enfin, le chemin qui monte de Saint-Pancras et qui va vers Albière, eh bien, le col, ici, s'appelle le col d'Ourières. Alors, disons aussi, cette combe, ici, s'appelle la Coume d'Ourières, et ici, sur la commune de Bouisse, donc sur le fief de Bouisse, il y a aussi une combe qui s'appelle la Coume d'Ourières, ce qui prêtera d'ailleurs à confusion au XVIIe siècle, dans une dispute entre les habitants de Lannet et ceux de Bouisse. Ceux de Bouisse prétendent que Ourières c'est ici, ceux de Lannet prétendent que Ourières c'est là. Et c'est pour justement fixer la limite entre les paroisses de Bouisse et de Lannet. Ici, c'est le fief de Casaupien, qui était un fief appartenant à l'église, à l'abbaye de la Grâce, bon, qui a été rattaché aussi à la seigneurie de Bouisse. Ici, enfin, il y a un espace plus vaste. Cet espace plus vaste, eh bien, nous touchons le fief d'Arques. Arques, c'est un fief de voisin. Et les chasseurs, encore de nos jours, parlent du clote de Rabot, parlent du clote de Caramin. Et si l'on fait quelques recherches, on s'aperçoit que les voisins, du moins certains membres de la famille voisins, avaient des surnoms comme Caramin. Il y avait un voisin qui était dit Caramin, l'autre était dit Rabot. Alors, il est possible qu'ils aient eu ici des fiefs qui ensuite ont été rattachés à la seigneurie de Bouisse. Là, dans ce secteur, je ne l'ai pas porté sur la carte, il y a un lieu dit le Regdaz. Et là, il faut situer la villa Azenaria, que Sabartés, à tort, situe à Fontalzen. Bon, il y a deux raisons. D'une part, Fontalzen n'a rien à voir avec l'élevage des ânes. Et Alzen, Alzou, c'est un hydronyme, c'est-à-dire c'est en relation avec une source. Et en face, la métairie de Fontalzen, il y a une source. Par contre, ici, eh bien, la toponymie permet de situer une église. Il y a la Gleisodase, il y a les Candaimors, c'est-à-dire le cimetière, et encore, puisqu'on est à la maison de Nelly, et il cherchait un cimetière où on aurait trouvé des centaines de corps d'Espagnols que l'on aurait tués lors de l'affrontement au XVIe siècle entre les armées françaises et les armées aragonaises. Et il cherchait absolument à trouver un cimetière dans ce coin. Et
ensuite, il y a un ruisseau, par là. Les cartes, aujourd'hui, l'appellent le rec de la Moustière, c'est-à-dire le ruisseau ou envahi par les mouches. Bon. Vous voyez? Bon. Il y en a plus, il y en a bien. Bon, alors, le rec de la Moustière, en fait, c'était le rec de la Moustière. Et un moustier, c'est un édifice religieux. Ça peut être un bâtiment donc, destiné à abriter les religieux. Donc, vous voyez, ce rectas est ici. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Hein. Voilà. Enfin, il y a Salagriffe. Salagriffe est un bien qui appartenait à la commanderie de Douzens, hein, et qui ensuite, je ne sais trop quand, a été rattaché à la seigneurie de Bouisse. Alors là aussi, on trouve énormément de toponymes anciens, hein, qui étaient connus d'ailleurs par les anciens, les derniers, qui ont travaillé à Salagriffe. Je veux parler d'Alfred Cantier. Hein. Bon, il avait des explications assez intéressantes. Il a lieu dit la capellanière. Alors il m'a dit, à la capellanière, il fallait des capelles. Et donc, pour ceux qui... la capellanière, c'est-à-dire, la capellanière, c'est le presbytère. Bon, mais capellanière, on a fait la relation avec chapeau, hein, et évidemment, on y fabriquait des chapeaux. Bon, il y a la capellanière, par ici. Là, il y a la glaise, et ici, il y a le cloître d'Aymors. Alors, évidemment, il dit cloître d'Aymors, hein, donc, bataille, hein, les Espagnols voulaient envahir Bouisse. En fait, c'est le cimetière. Alors, ce qui serait intéressant, hein, c'est de trouver par là hein, les ruines d'un ancien bâtiment religieux. Hein, au XIXe siècle, on connaissait encore un toponyme qui s'appelait l'Espinassière de la Moulre. Et donc, la ruine et de bâtiments religieux. Ici, hein, bon, je ne l'ai pas porté, il y avait certainement un fief, hein, qui s'appelait Combe-Gautier. Alors, est-ce que Combe-Gautier précède Salagriffe ou suit Salagriffe, hein, mais encore la toponymie permet de dire que Combe-Gautier a été habité. Hein. On a là un ministral. Et le ministral, c'est l'atelier. Hein. Et ici, à proximité de la source, aux limites de Bouisse et de la Conette sur le quai, eh bien, il y avait un carbénal, c'est-à-dire une chenevière. Et alors, je ne vous le redirai pas, mais c'est à Combe-Gautier qu'est passé Pierre Autier, hein, le cathare qui se rendait d'Arc hein, et à Ruanval. Bon, le trajet qu'il a suivi est certainement celui-ci, vous voyez, là. Et ici, on peut filer hein, par le plateau de la Cambre vers Méronne, hein, en restant sur la Cambre. Voilà, donc, pour... Donc, la suivante, s'il vous plaît. Donc, le renouveau, alors, ces fiefs sont formés, mais finalement, suivante encore, ces fiefs sont formés, mais on ne sait rien sur la période, disons, 14e, 13e, 14e et pratiquement début du 15e siècle. On a un document qui est très intéressant, c'est en 1539, l'archevêque de Narbonne, donc le diocèse civil de Narbonne, fait dresser l'état de toutes les paroisses du diocèse. À ce moment-là, des agrimenseurs, c'est-à-dire des arpenteurs, vont aller dans toutes les paroisses, ils vont décrire les biens tenus par les gens habitant dans la paroisse et en donner autant que possible les limites. Alors pour Bouisse, eh bien, la population est rassemblée dans le fort. C'est-à-dire que autour du château actuel, eh bien, se trouvait le village, hein, le château actuel qui n'existait pas, hein, bon, on en reparlera. Donc, il y avait le village, et autour
une muraille, un rempart qui le protégeait. Voilà. Et quelques lieux habités. Alors, ici, vous avez un casal à Fonderazouls, avec un courdal, c'est-à-dire une bergerie. À La Parade, une bergerie. À Las Parets, donc au-dessous de l'homme de pierre de Coumoudag que je vous ai montré, encore un portal, et à Saint-Brancat, donc Saint-Pancras, une bergerie ruinée. Alors, ici, j'ai porté quelque chose d'autre, ce sont les chemins. Alors, en un, voilà, un chemin très fréquenté à l'époque, c'est le chemin qui est dénommé chemin des Corbières à Limoux. Donc les gens qui se rendent depuis Villerouge, depuis... bon, Limoux est le siège de la sénéchaussée. Bon, on s'y rend pour des affaires judiciaires, on s'y rend pour des affaires de commerce. Donc c'est un chemin qui est très fréquenté. Bon, et moi je me souviens, encore au milieu des années 50, on voyait... bon, je gardais les vaches par là, eh bien, il m'est arrivé de voir des gens qui, avec, au bout d'une corde, eh bien, allaient vers Limoux ou autre, ils conduisent une vache, ou bien ils allaient me les conduire à la vache au taureau, à Aigues-Vives, où ils allaient faire des échanges. Donc ce chemin est très connu. Celui-ci, les moins, et il est bien plus important. Dans les documents anciens, ce document, sur Bouisse, est appelé les Camigranes, le grand chemin. Et ce grand chemin, à mon avis, il est très ancien. Bon, il a... si on le poursuit, ici, on arrive au col du Paradis. Du col du Paradis, on peut le suivre en restant sur la crête. On arrive au col de la Fage, qui est sur la commune de Fourtou. Si on poursuit encore, on arrive au trou de la Reille, aux limites de Bugarache, Fourtou et Sougraigne et Camps. Là, on peut bifurquer vers le pays de Pertusès, ou bien vers le Fenouillède, ou bien descendre vers le Linas. Ce chemin est très intéressant, parce qu'il y a quelques années, bon, des gens qui se sont intéressés au chemin dans les Hautes-Corbières ont par exemple décrit un chemin pour lier Bugarache à Carcassonne qui est, bon, à mon avis, faux. Bon, de Bugarache, ils font descendre les gens parce qu'il faut, et c'était des bêtes de somme, ou bien peut-être des attelages tirant un chat, j'en doute peut-être, mais de Bugarache, ils descendaient à Rennes-les-Bains, de Rennes-les-Bains, ils se rendaient à Peyrolles, de Peyrolles, ils remontaient vers le Ourne, et de là, eh bien, ils reliaient soit Carcassonne en descendant vers Salagriffe, donc ici, en passant la Connette, on allait vers la vallée du Loquet vers Carcassonne, en passant vers le plateau de la Campe, on va vers la Grasse. Et sinon, à Ourne, qui est ici, eh bien, on pouvait bifurquer sur Limoux. Bon, ce chemin est, à mon avis, ne convient pas, il est bien plus long. Ensuite, il faut descendre à Rennes-les-Bains, il faut remonter ensuite, alors que là, la rupture de pente est, disons, il n'y a pas de gros dénivelé. Donc, c'est plus court, c'est bien plus commode. Et enfin, ce chemin aussi sert, ou du moins, c'est un chemin de crête. Ici, on trouve le dolmen du Clos de l'Ost, ce qui pourrait laisser entendre que le chemin est très très ancien, donc une voie, disons, antique. Mais si on le continue, sur les communes de Fourtou, il sépare Fourtou de Sougraigne, il sépare Camps de Bugarache. Donc, c'est la limite entre le diocèse d'Alès et le diocèse de Narbonne, et c'est certainement la limite entre le Razès
ici, et le comté de Narbonne, ou disons, voilà. Et là, justement, hein, en bifurquant vers Saint-Polycarpe, on retrouve, hein, en descendant un peu plus bas, des paroisses qui, elles, justement, se trouvent en Razès, ou bien dans le diocèse d'Alais, et les autres dans le diocèse de Narbonne. Voilà. Donc, alors, à partir de ce moment-là, au XVIe siècle, il y a des documents qui permettent de parler d'un renouveau démographique. Suivante. Voilà, alors, justement, des gens s'installent et vont s'installer à l'avant du fort. Le fort, tout à l'heure, je vous montrerai le mur, et ce qu'il en reste, qui fermait ce fort, mais à l'avant du fort, hein, commence à apparaître où on a déjà construit quelques maisons. Bon, ici, elle n'est pas sur la photo, il y a la maison de Maury, hein, qui est au chef de la rue qui va vers Milobre, mais la maison qui est ici, c'est la maison de Devèze. Ces Devèze sont des forgerons venus de Chalabre, hein, en 1755, par là, et ils s'installent au baril de Narbonne. Alors, hein, ces Devèze ont toujours habité là, hein, ou bien leurs descendants. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est l'atelier de menuiserie, bon, qui ne sert plus de mon cousin, mais hein, nous descendons des Devèze. Alors, il est évident que lorsque M. Nelly a affirmé que la gendarmerie de Bouisse se trouvait là, eh bien, il n'a aucune preuve. Bon, alors, j'ouvre une parenthèse très courte, puisque ça sort du cadre. Hein. Il y a eu effectivement création d'une gendarmerie à Bouisse, hein, au début de la Révolution. Mais cette gendarmerie, eh bien, n'a jamais été effective. C'est-à-dire que les gens de Bouisse n'ont pas voulu donner de local. Hein. Bon, ensuite, hein, on sait, les gendarmes donc, de Bouisse, les gendarmes affectés à Bouisse étaient stationnés à la Grasse. Puis on s'est rendu compte que lorsque les gendarmes arrivaient à Bouisse, ils étaient crevés. Et que donc, finalement, ils ne pouvaient plus faire leur boulot. Donc, la gendarmerie de Bouisse, hein, a été supprimée et elle a été transférée à Tuchan. Donc, il n'y a jamais eu de gendarmerie à Bouisse. Donc, création, oui, mais gendarmerie, non. Alors, donc, le village va s'accroître, hein, et on peut revenir en arrière. Voilà. Oui, ici. Alors, justement, il y a quelques minutiers de notaires, malheureusement très peu, concernant la région au XVIe siècle. Mais on trouve quand même quelques documents. Je sais, par exemple, j'ai trouvé qu'ici, ici, il y a un lieu dit le Plot de l'Ost. Eh bien, c'est-à-dire la combe, la petite combe de l'hôte. Qu'est-ce qu'un hôte? C'est celui qui, le nouveau venu, qui n'est pas encore, disons, admis comme habitant à part entière. Or, ce Plot de l'Ost, j'ai réussi à y mettre un nom dessus. Hein. Il s'appelle Guillaume Chamat, hein, et il vient de Paléral. Hein. Alors, pourquoi j'ai réussi? Eh bien, parce que finalement, auparavant, je vous l'ai dit, il n'y avait rien. Hein. Donc, il arrive juste après 1539, hein, et je le retrouve quelque temps plus tard, cité dans un acte. Voilà, alors pour vous montrer que c'est dépeuplé, ici, il y a un lieu-dit qui s'appelle les plats des Landais, c'est-à-dire le plateau, c'est le plateau plat. Hein. Voilà, parce que Lande, c'est le plat, hein, et les plats, hein, voilà, c'est un doublé toponymique. Or, ce plat de Landais, c'est ici. Et là, va s'installer, va recevoir l'autorisation de s'installer un certain Guillaume Rey,
son père est greffier à Villerouge, et le seigneur du lieu, la seigneuresse, comme on disait, puisque c'était une femme, eh bien, lui donne l'autorisation de s'installer sur 17 raies de terre. 17 raies de terre, ça doit faire 4 à 5 hectares. Mais qu'il pourra choisir où il voudra, hein, entre les terroirs d'Albière, de Juncayrol, d'Arc, et justement, hein, confrontant aussi Guillaume Chamat. Donc si on lui laisse, hein, la liberté de s'installer où il veut, hein, ça veut bien dire que le paysage est vide et qu'il est en train de s'installer. À ce moment-là aussi, j'ai trouvé justement là, ce qu'on appelle aujourd'hui le rec d'Az, hein, eh bien l'installation d'Elbourg, hein, qui arrive, il y a des crosses. Une remarque, c'est que les crosses viennent de Bouisse ou viennent de Térol. Hein. Voilà. Font-de-Razouls, par contre, et Saint-Pancras seront repeuplés à partir de paysans venus du village. Les pêches, en particulier, feront le gros. Ce seront les colons les plus importants à s'installer à Saint-Pancras et à Font-de-Razouls. Des Moris iront s'installer aussi à proximité du Clos de l'Ost. Voilà. Donc, suivante. Donc, voilà les nouveaux hameaux, hein, qui apparaissent, hein. Les Bourguettes. Alors, là, pour les gens de Bouisse, hein, les Bourguettes, c'est le nom que portait jusqu'à la Révolution le hameau du Col d'Elpérier. Et le Col d'Elpérier désignait pratiquement l'ensemble des terres. Ravaille, bon, je l'ai dit ce matin à l'habitante de Ravaille, apparemment c'est un nom de personne, ce serait Michel Ravaille qui serait venu installer. Alors Ravaille est un nom commun en occitan, mais on ne l'utilise pas ici. Ça désigne le menu protéin, ça désigne, mais c'est aussi un nom de personne. Donc c'est quelqu'un qui ne pèse pas lourd, quelqu'un qui... Et c'est un Michel Ravaille, hein, qui est venu là, et c'est bien son cité en 1569. Voilà. Alors, bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là arrivent les Barbazans. Ce qui est intéressant pour les Barbazans, c'est que ils sont plusieurs. Alors les Barbazans ne sont pas d'Arc, ils ne sont pas de Bouisse, hein, ils sont de ce secteur. Hein. Ils mettront du temps à s'installer à Bouisse, ils mettront du temps à s'installer à Arc. Alors, l'un est dit Caïtiou. Hein. Alors, Caïtiou, c'est soit parce qu'il est chétif, hein, voilà, ou bien parce qu'il a été fait prisonnier par les Espagnols, et bon, il a réussi à se libérer, et donc, hein, c'est celui de l'ancien prisonnier. L'autre est dit Grouillet. Hein. Bon, alors, il n'avait pas museau de cochon, parce que le grouille, c'est le museau du cochon, mais il élevait peut-être des cochons. Hein. Voilà. Hein. Parce qu'il y a ici un lieu dit, les camps d'Alpourquier, hein, le champ de l'éleveur de cochons. L'autre est dit Ferrier, et il y avait des mines de fer, donc ici, hein, du côté de Valmigère, hein, hein, et le Ferrier se trouve aujourd'hui sur la commune de La Grasse, d'Arc. Enfin, le troisième était dit clergue, c'est-à-dire le prêtre, et dans les minutiers que l'on peut consulter aux archives départementales à Carcassonne, eh bien, on trouve dans les années 1560 un Barbazan qui est curé, et donc c'est peut-être donc cette famille Barbazan, et c'est un nom Barbazan qui vient de Gascogne. Voilà. On suit. Voilà, alors, c'est au XVIIe siècle que le village, on peut descendre de plusieurs, là, on va revenir et on remontera ensuite. Encore, là, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, au XVIIe siècle, ici, on trouve encore la trace du fort, du mur qui entourait, hein, la ville ancienne.
voilà donc la maison de Vèze ici. Et là, voici la maison Maury, hein, au chef de la rue qui va vers... Alors, les Moussoulins sont arrivés, et tout à l'heure, je reprendrai la succession des seigneurs. Bon, et ils ont fait des travaux très importants entre 1650 et 1760. Alors, il n'y avait jusqu'alors, hein, au XVIe siècle, il n'y a que la tour. Hein. À propos d'une vente d'un champ ici, on dit un camp à la Faiche trace la tour. Un champ, donc, au lieu de la Faiche, derrière la tour. Hein. Voilà. Et donc, ce passage ici est appelé l'école de la tour. Donc, il n'y a que cette tour. Alors, des travaux ont peut-être été réalisés par Pierre de Voisin, je vous en parle vite fait, vers 1550, hein, mais ensuite, hein, il semble que des années 1570 par là à 1750, aucun travail important n'ait été réalisé au château, hein, et ce sont les Moussoulins qui vont aménager le château tel qu'il est ici. Hein. Alors, là, il y avait l'église, le cimetière, la place. Ici, c'est le col d'Aloum aussi, le col de la Tour Gabrielle, mais là, il y a Loum, c'est-à-dire l'Orme, l'Ormeau, et on sait que sur les places publiques, eh bien, à partir du règne d'Henri IV, peut-être avant aussi, mais on a planté un Ormeau, hein, donc c'est ici, hein, et donc les gens, hein, sont chassés de chez eux, hein, le château va s'agrandir, hein, et le village va se construire. Donc un premier, vous voyez, arc concentrique de maisons, hein, se construit autour du château et au milieu du XVIIe siècle, hein, et ensuite, plus loin, un deuxième arc. Alors, pour quelle raison n'a-t-on pas construit ici? Eh bien, tout à l'heure, on le verra. Ce sont des terrains plus ou moins argileux, ce sont des vallées sèches, hein, hein, donc elles sont humides, hein, ce sont des terres qui sont cultivables, hein, donc on préfère les garder pour faire des enclos privés et construire, hein, sur des endroits plus rocailleux, c'est plus sain, et ensuite on préserve l'espace agricole. Bon, on revient. Alors, voilà, ici, vous pouvez lire, c'est la cloche qui se trouve au sommet du clocher. On peut lire la date 1759. Hein, c'est-à-dire, c'est la date, l'année à laquelle l'église nouvelle est remise et mise en activité. Hein. Bon, donc, on trouve aussi cette date, elle peut se lire, suivante, sur ce bénitier, hein, qui est à l'intérieur de l'église, hein, difficilement. Hein. Hier, Annie m'a dit qu'on ne voyait que le 16, hein, mais... Le 1, le 6. Le 6, et on doit voir, on peut voir le 5, bon, me semble. Hein. Voilà. Donc, ce qui laisse bien apparaître les modifications importantes qui ont été apportées au village dans cette décennie. Bon, il faut dire que les Moussoulins à ce moment-là comptent vivre au village. Suivante donc. Alors voilà justement, construction, le Seigneur va s'installer et il va chercher à, comme on le voit à l'année, un peu plus tôt, mais comme on le voit dans d'autres villages de Haute-Corbière, le Seigneur cherche à vivre dans son château et à tirer le maximum de profit et de revenus en exploitant ces terres ou en élevant des troupeaux. Et là, donc, en 1702-1703, le Seigneur achète à Devèze une ruine. Ce Devèze n'habite plus Brousse, il est à Limoux. Et donc, sur cette ruine, il va construire
une bergerie. Vous voyez, donc seul le Seigneur peut se permettre de construire une bergerie avec des arceaux comparables. Voilà, c'est juste derrière le château. Suivante. Bon, suivante aussi. Voilà. Alors, les seigneurs de 1550 à 750. Alors, en 1650, le seigneur de Bouille, c'est Pierre de Voisin. Il est marié avec Louise d'Aban, fille du seigneur de l'année. Alors, de Moutoumet, pardon. Pierre de Voisin et Louise d'Aban vont vivre ensemble jusqu'à la mort de Pierre de Voisin, que depuis peu, je date de 1567. Bon, ils n'ont pas d'enfants, et donc à ce moment-là, je suppose que, je ne sais pas comment la seigneurie est passée au cardinal de Joyeuse. Bon, moi, je n'ai pas trouvé de documents. Par contre, ce que je sais, c'est que le cardinal de Joyeuse, eh bien, est parent avec Pierre de Voisin. La grand-mère du cardinal est une joyeuse. Donc, je suppose qu'à ce moment-là, Louise d'Aban étant remariée... comment le voisin. Ah, pardon. Cardinal de Joyeuse, donc Pierre de Voisin donc, décède. À ce moment-là, Louise d'Aban se marie avec Élix donc un certain Élix, qui se donnera d'ailleurs assassiné à Roufillac. Alors je ne sais pas si c'est Roufillac des Corbières ou Roufillac, un hameau de Cascastel. Bon, mais donc à ce moment-là, donc elle perd, je pense, ses droits sur la seigneurie, car dans les actes qu'elle passe en 1569, début de l'année 1569, elle est veuve, et les actes, elle les passe en son nom propre. Je suppose que s'il y avait un héritier, elle les passerait en son nom et au nom de l'héritier. Donc, elle ne le fait pas, il y a plusieurs actes. Et ensuite, donc, les actes suivants, à partir de l'automne 1569, c'est cet Élix qui, époux de Louise d'Aban, passe les actes. Donc, le cardinal de Joyeuse est seigneur de Bouille. Je n'ai aucun acte qui parle donc de où le cardinal de Joyeuse intervient en tant que seigneur, un acte passé avec des habitants de Bouille. Par contre, ce que j'ai trouvé, qui est très intéressant, il y a une paire d'années, c'est à la fin du XVIIe siècle, un acte. Les archives départementales ont, il y a quelques années, récupéré l'inventaire après décès de Jean de Brunet. Ce Jean de Brunet, c'est ce que appelaient les gens de Bouisse un escano pauvres, c'est-à-dire un étrangle pauvre. Les gens qui vous prêtaient de l'argent et ensuite ils vous saignaient à blanc. Et donc lui, il faisait ça à grande échelle. Il était originaire de la Grasse. Il s'est marié, ses parents étaient originaires de la Grasse. Lui, il est probablement né à Villerouge. Son rayon d'action allait de Villerouge jusqu'à Villard-de-Belle. Et donc, toutes les fermes, il passait des contrats. Et donc, il se faisait grassement payer. Et il s'est enrichi de façon phénoménale. Tant et si bien qu'il est devenu trésorier de l'archevêque de Narbonne. Et même, bon, il arborait la particule. Maintenant, il faudrait faire des recherches pour savoir s'il avait été admis réellement dans la noblesse. Mais il se fait appeler Jean de Brunet. Voilà pourquoi j'ai mis le... Alors, voilà. Dans l'inventaire donc de ce Jean de Brunet, on trouve un acte qui dit « Contrat d'achat fait
au dit sieur d'Aurillac par Monseigneur le cardinal de Joyeuse, des terres et seigneuries de Bouilse et Montjoie, retenues par Julien de Noce, notaire de Tuchan, le 27 novembre 1593. Donc, ce jour-là, le 27 novembre 1593, l'archevêque, donc, cardinal de Joyeuse, vend à Jean de Brunet la seigneurie de Bouilse et de Montjoie. Alors, mais il y a une condition, il la vend à réméré. Une vente à réméré, c'est-à-dire que le vendeur se garde la possibilité de le racheter, ce bien. Mais quelques années plus tard, eh bien, on est en plein dans les guerres de religion. Le cardinal de Joyeuse a certainement des soucis financiers, il ne peut pas racheter la seigneurie de Bouilse. Brunet lui rend service certainement aussi financièrement, et il est trésorier, je vous dis, du diocèse de Narbonne. Donc, Brunet devient seigneur de Bouilse. Ce Jean de Brunet meurt en 1623. Il a vu mourir deux de ses enfants. Il ne lui reste qu'un petit-fils, mais l'un de ses fils, René, qui était seigneur de Montjoie, et l'autre, Jean aussi, décède donc. Mais avant, il a vendu la seigneurie de Bouilse à Jean Fajol. Ce Jean Fajol, c'est encore certainement, j'ai fait peu de documents sur lui, mais c'est certainement quelqu'un qui a suivi un parcours comparable à celui de Brunet, mais peut-être, disons, avec moins de réussite. Et Brunet a été servi parce qu'il s'est trouvé au service du cardinal de Joyeuse, et il a été avec de la grâce, ce cardinal de Joyeuse, donc il a fait des affaires sur la grâce. Ensuite, donc archevêque de Narbonne, il était aussi bien placé dans l'administration du royaume de France. Donc Brunet a certainement eu un abattage plus important que Fajol. Mais ce Fajol, cette famille Fajol, dans les Hautes-Corbières au XVIIe siècle, est assez importante. Alors, ce Fajol, eh bien, il est dit capitaine d'Albière. Alors, il va être donc seigneur de Bouilse, mais il sera aussi seigneur d'Albière. Alors là, il faudrait trouver des documents, parce que c'est pas clair cette histoire-là. Tout au long du XVIIe siècle, il va y avoir un procès entre l'archevêque de Narbonne et les héritiers de Fajol. Donc, Fajol a certainement usurpé de certains droits sur la seigneurie d'Albière. On ne sait trop comment. Je pense même que peut-être Brunet a combiné quelque chose. Bon, et ce Jean de Fajol, ici, est resté dans la toponymie, parce qu'en 1527-28, il y a un procès entre la paroisse de Lanné et la paroisse de Bouilse pour délimiter les limites des pâturages qui sont sur la Serre, la colline qui domine la vallée de l'Orbieu. Et justement, c'est le seigneur Fajol donc, qui va intervenir du côté de Bouilse, et il y a un lieu-dit, le roc d'Al-Fajol, qui justement sert de limite entre les communes de Bouilse, Lanné et Montjoie. Bon, plutôt que de la rattacher au mot Fajas qui est le être, je pense que, connaissant l'existence de ce litige et grâce aux archives du Seigneur de Lanné, de la tentative qui a été faite pour le résoudre, des géomètres sont venus avec des dessinateurs. Bon, malheureusement, on n'a pas les plans, c'est dommage, parce qu'on serait arrivé de voir des plans levés au début du XVIIe siècle. Eh bien, ce Fajol donc, a laissé ce souvenir, le roc d'Al-Fajol. Voilà. Et en 750, le seigneur de Caumont, qui est l'héritier de Fajol et qui est seigneur d'Albière, eh bien, vend la seigneurie de Bouilse à Guiscard de Moussounès. Bon, alors là, vous voyez, ça réduit à néant les hypothèses de Mahul, reprises par le docteur Courin en 1928 et reprises par Madame Nelly, qui voulait que la seigneurie de Bouilse
soit venu aux mains des Moussoulins par héritage familial. Bon, les Moussoulins ont des voisins dans leur famille, mais le Guiscard ou Guisard de Moussoulins achète en 1750 la seigneurie de Brousse. Voilà. Alors, sur ce Guiscard, donc, je vous dis, il mettra il s'installera à Brousse en 1663, il viendra de temps en temps, et c'est à ce moment-là que d'importants travaux sont faits. Bon, son héritier, c'est Louis, qui va épouser une Pompadour, voilà, c'est lui qui amène les Pompadour, et je descends du Pompadour, et bon. Bon. Alors, ces Pompadour, qui ont une famille très nombreuse, et donc, bon, François de Pompadour épouse Louis de Saint-Jean-de-Moussoulins, mais ses sœurs, eh bien, épousent des notables de Brousse, et parmi ces notables, il y a un Cambriels, qui a une descendance très importante. On est très nombreux dans les Corbières à descendre des Pompadour de Fraise. Alors, ce mariage, il est un peu donc, Louis a certainement, dispose de capitaux assez importants, et il vient au secours de Pierre de Pompadour. En 1759, Pierre de Pompadour a monté un guet-apens contre un employé des douanes du côté de Fitou. Donc, l'employé des douanes et son auxiliaire sont assassinés. Bon, il est évident que nous sommes en 1759, Louis XIV a repris les choses en main, et donc, à ce moment-là, il y a condamnation. Bon, il y a un pauvre bougre, un dénommé Olive, qui lui a été arrêté. Bon, c'est lui qui va payer pour les autres, et il va être condamné au supplice de la roue, jusqu'à ce que mort naturelle s'en suive. La formule me plaît. Et donc, Pierre, par contre, de Pompadour sera condamné à une très forte amende, et Louis de Saint-Jean va lui venir en aide. À ce moment-là, Pierre de Pompadour va engager la seigneurie de Fraise, c'est-à-dire que si un jour, lui ou ses héritiers parviennent à se libérer, eh bien, ils récupéreront la seigneurie. Bon, en fait, les affaires traînent, et elles traîneront longtemps, puisque après la Révolution encore, il y a un procès entre certains héritiers, justement, de la famille de Pompadour, et donc 150 ans, ou pas 150 ans, mais plus d'un siècle passé donc, après ce mariage, eh bien, des gens encore attendent, sont en procès pour savoir à qui appartiennent les biens donc, des Pompadour de Fraise. Voilà. Alors, Claude est plus connu. Il épouse, lui, la fille d'un Nescano Paules, puisque je vous ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure, d'Albière, Jean-Claude Salvetat. Ce Jean-Claude Salvetat, bon, son père était barbier, chirurgien, et prêtait de l'argent déjà. Et ce Jean-Claude Salvetat, donc, a acquis une importante richesse. Il a une fille, Germaine, qu'il va marier avec Claude de Pompadour. Ils auront de nombreux enfants, dont une va se marier avec un de Bosque d'Hermacayette, et deux fils, bon, parmi ces enfants, bon nombre mourront en bas âge, deux fils vont se partager la seigneurie de Brousse, Louis, qui vivra de 1705 à 1792, ce sera le baron de Brousse, et le chevalier Joseph, qui apparemment était, disons, quelqu'un de tracassé un peu, d'après quelques documents. Oui, il mourra plus jeune, et il y a quand même une chose intéressante, il a fait plusieurs testaments que j'ai pu, disons, lire, et il ne les achève jamais. Et alors, il y a quand même une chose, ça peut expliquer
comment les Miquel de Freisse ont été les héritiers à la mort de Louis. Voilà, à la mort de Louis, la seigneurie de Bruce va passer à la famille de Raymond. Les deux Raymond sont des parents assez éloignés des Moussoulins. Ils sont originaires de Castelnaudary et le seigneur de Raymond est marié avec Marie-Joseph d'Exéa, qui est bien plus jeune que lui, une Narbonnaise. Mais la seigneurie de Freisse va passer à un certain Claude Nickel, un avocat de Freisse des Corbières. Et bon, on avançait que ce Claude Freisse pouvait être un fils, disons, de Louis de Saint-Jean de Moussoulin. C'est bien possible. C'est bien possible parce que dans les fameux testaments qu'il rédige, il faudrait voir ensuite d'abord l'écriture, mais ensuite l'orthographe. Ça vaut le coup. Et bien, chaque fois, il désigne son frère comme son héritier universel, mais à condition qu'il ne fasse pas de mal mariage, c'est-à-dire qu'il ne se marie pas avec quelqu'un de non noble. Donc, s'il insiste sur cette précaution, c'est qu'il peut, ou il sait, que son frère est le père de Claude et de Joseph Nickel, et encore il y a une fille aussi, et donc voilà, donc Louis mène une vie donc avec la mère de vie commune avec la mère de Saint-Michel, d'accord, mais qu'il n'y ait pas de mariage, parce que le mariage, il y en a eu au début du siècle, justement, entre un Pompadour et une dame Astruc. Et alors, là, j'ai trouvé le testament, ça se passe vers 1705, un testament de ce Pompadour, parce qu'il en a fait d'autres ensuite. Et alors, justement, la première fois, il teste en faveur de cette dame Astruc, avec qui il n'est pas marié. Mais alors, il insiste pour que ce soit cette dame et ses filles qui héritent, mais que le mari soit tenu à l'écart. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé dernièrement, je ne sais pas si c'est pas la dernière fois lors de notre visite aux archives, j'ai trouvé dernièrement le dernier testament, du moins à ma connaissance, de ce Pompadour, et là, il est marié avec la dame Astruc, donc le mari est mort, certainement, il ne gêne plus, et à ce moment-là, donc, il l'épouse et tout rentre dans l'ordre. Mais c'était un mal mariage, c'est-à-dire que normalement, les enfants ne sont pas nobles. Et alors là, c'est une supposition, il faudrait faire des recherches généalogiques. Je suppose qu'une des filles de ce couple de Pompadour-Astruc a épousé Louis de Saint-Jean de Moussoulins, frère de Claude, non, fils de Claude, mais en seconde de noces. Non, frère de Claude. Frère de Claude. Et seigneur de Vigne-Vieille, et qui était l'époux d'une Astruc. Donc, il y a certainement une parenté. Voilà donc pour ces Saint-Jean. Voilà maintenant. Ensuite, bon là maintenant il y a. Alors, oui, un siècle de querelle. Alors, les Saint-Jean s'installent à Bruce dans l'intention d'y vivre et d'exploiter, de tirer le maximum de leur seigneurie. Alors, jusqu'alors, et surtout de 1550 à 1650, bon, les seigneurs ne résident pas sur place. Il y a un bail. Et ce bail, c'est un mori. Donc, ça explique que justement, c'est un ancêtre certainement. Et ce bail, c'est lui qui gère plus ou moins la commune au nom du Seigneur, mais aussi certainement du mieux qu'il le peut, et dans l'intérêt, peut-être pas de tout le monde, mais de la majorité d'habitants du lieu. Quand les Moussoulins sont là, eh bien, ils n'ont plus besoin de bail. Et ils vont gérer la seigneurie de façon très brutale. Bon, ce sont vraiment des violents.
j'ai dépouillé toute la série B, le criminel.